trafficking in human beings, especially for sexual exploitation. In our program after the film, you both have approximately 10 minutes to tell what you aim to tell on the subject, and after that we would have our roundtable with other distinguished guests. So the floor is yours. Madame la ministre, Madame la médiatrice à l'égalité des genres, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs. D'abord, laissez-moi vous dire que je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous pour ouvrir cette table ronde qui porte donc sur les différentes législations européennes en matière de prostitution ainsi que leur impact sur nos sociétés. Inutile de vous dire que cette question de la prostitution revêt une dimension qui est à la fois naturellement sociale, économique, morale, politique. Ceci en fait un sujet de société qui est particulièrement complexe, une question qui soulève beaucoup de passion et suscite bien des controverses. Alors il y a, pour ceux qui s'intéressent à ce grave débat, une véritable ligne de fracture entre celles et ceux qui voient la prostitution comme une vente de, entre guillemets, services sexuels et, entre guillemets, un travail et un libre choix, toujours avec des guillemets, libre choix de disposer de son corps, et puis celles et ceux pour qui la prostitution est une des formes de la violence faite aux femmes, l'expression de la domination masculine et une violation des droits humains. Du fait de ces différentes approches, l'encadrement législatif de la prostitution en Europe connaît de nombreuses disparités. Aucun modèle ne s'est véritablement imposé au sein de l'Union européenne. Certains pays ont fait le choix d'autoriser et de réglementer la prostitution, comme c'est le cas en Allemagne depuis 2002, et le film qui a été projeté qui pense à regarder ce sujet. D'autres pays ont fait le choix de décriminaliser les femmes en prostitution et de pénaliser les usagers des dits services sexuels. C'est le cas de la France depuis 1999, c'est aussi le cas de la Suède depuis 1999, c'est aussi le cas de la France depuis avril 2016. Il aura donc fallu 2 ans et demi de vifs débats et 4 passages devant les députés en France pour que ce projet de loi sur la prostitution soit adopté. Cette législation a profondément divisé la société française et elle continue d'ailleurs de le faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voudrais particulièrement ici devant vous saluer Madame Laurence Rossignol de sa présence, rapporteuse de la commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel et ministre de la Famille, de l'Enfance et des droits des femmes lors de l'adoption de la loi. Madame Rossignol a beaucoup œuvré pour l'adoption de cette loi. Elle nous expliquera quelles ont été les principales étapes qui ont conduit la France à opter pour cette loi. Encore une fois, je voudrais véritablement saluer la présence de Madame Rossignol qui va nous faire l'honneur de nous parler de ce qui est pour elle un de ses combats. Elle en a beaucoup et je suis certaine qu'elle va susciter tout votre intérêt. Parce que, évidemment, au-delà des mesures de lutte contre le système constitutionnel, il s'agit également, à travers cette loi, de mieux accompagner les personnes qui souhaitent, les femmes qui souhaitent, les femmes et les hommes d'ailleurs, qui souhaitent sortir de la prostitution. Il faut saluer ici, et je le fais au nom de tous, il faut saluer le travail remarquable qui est fait par les acteurs de terrain auprès des personnes prostituées, pour les amener à sortir de la prostitution, pour les accompagner dans leur démarche, pour les aider à se reconstruire. Je crois que c'est véritablement un élément très important. Je crois également qu'il y a pour nous tous à prendre en compte la dignité et puis
l'emploi humain. Encore une fois, il n'est pas question pour nous tous ici de s'ériger en police des mœurs ou en gardien de l'ordre moral. Finalement, c'est important de comprendre le cheminement, et encore une fois, les experts vont nous l'expliquer, le cheminement qui a conduit la France à finalement adopter cette voie abolitionniste. Beaucoup de travail reste à faire. Nous avons évidemment ce travail, nous devons le faire au sein de l'Union européenne par des débats comme celui-ci. Nous devons le faire au sein de la société civile en essayant d'amener les différents acteurs, les différentes parties prenantes, en essayant de donner la parole également aux prostituées. Et je crois que c'est particulièrement important aussi de favoriser le travail de terrain et pouvoir ensemble imaginer des solutions. Alors, la situation dans chacun des pays est différente. Je pense qu'évidemment les débats nous permettront de voir aussi dans votre pays quelle est la situation. Et je remercie encore les organisateurs de ce débat. Je vous remercie. Lijepi pozdrav svima, zahvaljujem se ja organizatoricama i organizatorima ovog okruglog stola kojemu je prethodio ovaj potresni film i zaista posle ovakvog dokumentarnog filma teško je razgovarati mirna glasa i rekla bih mirne savjesti. Zahvaljujem se na pozivu da kažem nešto sa hrvatske perspektive nacionalnog zakonodavstva poslanici Francuske republike, gospođi Corinne Molière. Zahvaljujem se Centru za žene žrtve rata ROSA koji je posljednjih nekoliko godina dok su išle izmjene zakona o prekršajima javnog reda i mira potenciraju priču o legalizaciji ili kriminalizaciji prostitucije i načinu procesuiranja osoba koje koriste seksualne usluge i one koje se odaju prostituciji. Posebno bih pozdravila naše gošće iz Francuske i Njemačke, žene stručnjakinje koje će nam sa svog aspekta reći o tematici o kojem se danas bavimo, o prostituciji i trgovanju ženama. U Hrvatskoj prostitucija je regulirana i kaznenim zakonom i prekršajnim zakonom. Kroz prekršajni zakon koji je vrlo zastario, koji postoji od 1977. godine uz neke male izmjene 1990. godine, kažnjava osobe koje se odaju prostituciji. Osobe koje potiču, koje organiziraju prostituciju ili koje vrbuju druge osobe na prostituciju su kažnjene kaznenim zakonom i to već uglavnom ulazi u sferu trgovanja ljudima, dakle u sferu trafikinga. Ono što možemo u ovom trenutku reći da je naš zakonodavni okvir dominantno kažnjava žene, da su u odnosu na kazneno pravo, na zakonodavno pravni okvir i u odnosu na svoje klijente u podređenom i zavisnom položaju. Kao što smo imali prilike čuti, prostitucija je jedan od oblika eksploatacije, odnosno diskriminacije žena. Činjenica je da se uglavnom prostituiraju žene, dok su korisnici tih usluga uglavnom muškarci. Da je prostitucija usko povezana i sa trafikingom, reći će nam statistički pokazatelji, a ja imam trenutno pokazatelje iz 2017. godine koji kažu da je evidentirano 93 kaznenih dijela prostitucije, dakle to je ono poticanje, organiziranje i tako dalje vezano, kriminalne radnje vezane uz prostituciju. 93 takva kaznena djela, da je ukupno oštećeno 100 osoba koje su kao i svih dosadašnjih godina bile isključivo žene i to mlađe životne dobi.
Upravo zbog takvih statističkih podataka i upravo zbog takve situacije kada govorimo o tematici prostitucije ili trgovanja ljudima, institucija pravobraniteljice se posljednjih godina zalaže za švedski model kriminalizacije kupaca, seksualnih usluga i dekriminalizaciju prostitucije. Kao što ste imali prilike vidjeti kroz ovaj film, u Švedskoj je kažnjavanje klijenata prostitutki na snazi od 1999. godine i od tada je gotovo prepolovio uličnu prostituciju. Neka od istraživanja koja su provedena u Hrvatskoj pokazalo je da su prostitutke navele da ih je 2/3 njihovih kolegica bilo žrtvama nasilja. Ne samo da su nasilje doživljavale od svojih svodnika i klijenata, već i od strane državnih institucija. Kada se radi o klijentima, tada nalaze na problem odbijanja plaćanja usluga, na krađu, uznemiravanje i praćenje, prisiljavanje izvršenja spolnog odnosa bez kondoma, tjelesno nasilje, silovanje ili nekog drugi čin protivno njihovoj volji. S druge strane, svodnici kontroliraju ih, prijete im i često koriste tjelesno seksualno nasilje i oduzimaju im velik dio zarade u zamjenu za takozvano osiguranje koje im većinom niti ne pružaju. Kada govorimo o onom institucionalnom nasilju, tada one u pravilu ne prijavljuju nasilje jer većinom kada prijave da se radilo o bilo kojem obliku nasilja, korištenju seksualnih usluga, tada je pokrenut sudski postupak protiv njih samih i vrlo često prilikom privođenja ili uhićenja izložene su vrijeđanju, zastrašivanju od strane policije i često im se uskraćuju prava pritvorenica. U jednom od istraživanja vezano za rizike zaraze HIV-om među ženama koje su se bavile prostitucijom, pokazalo je da su izložene zdravstvenim rizicima. Više od 1/5 ispitanica navelo je da je u posljednjih 12 mjeseci da im je dijagnosticirana neka spolno prenosiva bolest, dok druga istraživanja ukazuju na povezanost prostitucije, depresije, anksioznosti, napadaja, panike. Međunarodna istraživanja ukazuju da velik udio žena žrtava trgovanja ljudima koje su izložene seksualnoj eksploataciji predstavljaju migrantice koje su same po sebi posebno osjetljiva društvena skupina, stoga u tom kontekstu postojećih migracija nužno im je osigurati zaštitu od takvih oblika iskorištavanja. Jedan od pokušaja izmjena postojećeg zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, jedan je bio 2012. godine, posljednji je bio 2016. godine. Nekako bih rekla, kroz tematske saborske odbore i javne rasprave koje smo imali i mi kao institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova uz sinergijsko djelovanje organizacija civilnog društva, posebice sa naglaskom na udrugu ROSA, uspjeli smo doći do određenog pomaka da bi se trenutnim prijedlogom zakona za koji ne znamo da li će u tom obliku ući u zakonodavnu proceduru ili se radi na novom prijedlogu zakona, gdje bi se prekršajno trebali sankcionirati i osobe koje se prostituiraju, ali i korisnici usluga. Iako, kao što sam rekla, mi zagovaramo švedski model i definitivno smo protiv toga da se pružateljice seksualnih usluga na bilo koji način sankcioniraju. Ono što želimo postići da korisnici seksualnih usluga se stigmatiziraju i da oni budu pod monitoringom kazneno-pravnih institucija. Kao što je rečeno u ovom dokumentarnom filmu, de facto potražnja na tržištu rada ili na tržištu bilo kakvih usluga uvjetuje ponudu.
pa vjerujemo da bi i samo ograničenje takve potražnje smanjilo broj seksualnih usluga. Ovdje ću spomenuti određene iskaze ili podatke o kojima je posljednjih godina u svojim publikacijama izašao Evropski ženski lobby, koji je naveo jedan vrlo visok postotak da 92 do 95% prostitutki želi ostaviti prostituciju i u koju su bile gurnute isključivo zbog siromaštva, nezaposlenosti, iskustava zlostavljanja u obitelji, ili su žrtve traffickinga, ili su bile ovisnice o alkoholu i narkotiku. Nažalost, prosjek godina u kojima žene ulaze u prostituciju je u prosjeku 14 godina. 93% žena u prostituciji iskusilo je nasilje od strane klijenata, dakle gotovo sve su iskusile. Ono što je meni ostalo nekako upečatljivo je iskaz jedne prostitutkinje koja je rekla svoj osjećaj o čemu se u stvari radi, koliko je teško opstati u poziciji u kojoj je i koliko je teško izaći od toga, je da, citirat ću, klijent plaća da bi mogao raditi što hoće. Često nečiji muž, brat, ujak, doktor, direktor, stolar može zahtijevati da ne koristi kondom, da vas višestruko siluje dok ne dobije što hoće. Kad je gotov, odlazi kući ženi ili djevojci, kaže da ju voli, poljubi kćer za laku noć, osjeća se pravednički i ne zamara se time kako se prostitutka osjeća jer je platio. Nizozemska je legalizirala prostituciju 2000. godine. U Nizozemskoj je posao to kao svaki drugi. Pojavila se nova profesija biznismena makroa, koja apsolutno mijenja lokalno tržište u žarište međunarodne prostitucije. De facto legalizacija prostitucije bi značila odobravanje prostitucije, zaštitu svodništva, odobravanje svodništva kao nečeg normalnog, upravo suprotno od onoga što se događa trenutno u Švedskoj u mladim generacijama koje posljednjih gotovo 20 godina stigmatiziraju one koji žele koristiti seksualne usluge. Evo, ja bih završila svoje uvodno izlaganje i možda je bi bilo lijepo čuti sada iskustva naših stručnjaka i da podijelimo s njima naše mišljenje i stavove. Hvala. Pozivam naše gošće da nam se pridruže. I kindly invite our guests to come to the table. Dobar vam dan još jednom. Ja sam Rada Borić i moderirat ću sa zadovoljstvom, pomalo također kao što je rekla gospođa Ljubičić, još uvijek potresena filmom, iako pratim problematiku i gotovo bi vam statistički mogla ponoviti i sve ono što nam je gospođa Ljubičić uvodno rekla. Zahvaljujem se, upravo ocrtala stanje i naše legislative u Hrvatskoj, ali i činjenice kako se kažnjavaju žene u prostituciji, ali da kako svodnici, kao ako se sjećate u prvoj rečenici potresnoga filma, stajalo je prostitucija je najstariji zanat.
naša je rečenica svodništvo je najstariji zanat i znamo i u Bibliji kako su vlastiti očevi podavali svoje kćeri. Prema tome, kad god čujete da netko kao argumentaciju ima da je li ne može se prostitucija iskorijeniti zato što je najstariji zanat, samo ga podsjetite da je u stvari svodništvo najstariji zanat, a sve statistike koje smo vidjeli iz filma i sve statistike o kojima nam je govorila pravobraniteljica upravo govore o tome kolika je slobodna volja žena koje su uključene u prostituciju i koje su posljedice i za njihovo psihofizičko zdravlje i koje su posljedice i za zajednicu. Posebno imam čast i zadovoljstvo danas pozdraviti naše izuzetne gošće, pa ću početi nekako i redom jednu, ili počet ću ovako desno pa malo lijevo. Jednu od gošći već i poznajete, budući da smo ju vidjeli i u filmu. Dakle, ja ću reći tek rečenicu dvije, ali mislim da je lijepo i mi feministkinje volimo da je to osobno i političko, pa će one nešto i same dodatno reći rečenicu dvije o sebi. Dakle, Ingeborg Kraus je psihoterapeutiskinja ili psihotraumatiskinja, dakle bavi se traumom posebice žena koje su radile u prostituciji. Također, budući da sam feministička lingvistkinja, također apeliram da govorimo o ženama u prostituciji, a ne o prostitutkama, da ne govorimo o seksualnim uslugama, nego o zlostavljanju žena u prostituciji. Dakle, s nama je Ingeborg koja će nešto sama reći, koja je radila sa ženama u prostituciji. U filmu smo vidjeli što znači za žene koje su u prostituciji i koje traume imaju i kako se može izaći ako žene imaju podrške iz prostitucije. Također, budući da sad kolegice ne poznajem, pa ću možda sad krivo reći, da li je s moje desne strane do nje Izabel Kolon? Dakle, ja gošće vidim prvi puta. Dakle, Izabel Kolon nam dolazi također iz vrlo značajne nevladine udruge koja ima preko 500 zaposlenika i ima urede koje se bave također podrškom ženama u prostituciji. Ono što u Hrvatskoj je problem i u drugim zemljama je upravo da se govori kako žene podržati da izađu iz prostitucije i nešto će nam i sama reći o tome kakva je bila u Francuskoj borba civilnih udruga ne bi li se postigao abolicionistički zakon. Znamo se onda, hajde kad sam već s ove strane, Nikolina sjedi do Izabel, ja ću ovako ženski po imenima, ne prezimenima. Nikolina Zec radi u ženskoj udruzi Tenja i jedna je od naših izvor iz Tenje i jedna od naših najaktivnijih mlađih feminističkih aktivistinja. Dakle, dolazi iz Slavonije i bavi se godinama upravo temom prostitucije i trgovanja ženama u cilju seksualne eksploatacije. Nelupa Muković, bar ovaj drugi dio feministkinja preko puta više poznaje, Nela moja i draga prijateljica, dolazi iz Centra za žene žrtve rata, jedna od osnivačica svih mogućih i nemogućih ženskih udruga koje se bore za ženska ljudska prava, da tako je mirovna aktivistica tijekom rata i do danas i radi sa žrtvama koji su preživjele seksualno nasilje u ratu. I kao što feministkinje znaju reći, za žene, pa tako i za žene u prostituciji, mi smo uvijek u ratu. I ostala je posljednja, ali da kako ne i manje važna, s nama je dakle gospođa Laurence, ne znam francuski, oprostite, Laurence Rossignol, ne zato što je posljednja, ovdje nosi najveći ženski šešir, izuzetno uspješna francuska parlamentarka i kao što smo već čuli uvodno od njene ekscelencije gospođe veleposlanice, bivša ministrica zadužena za obitelj, djecu i ženska prava u Francuskoj i bit će upravo važno, ona je bila jedna od tih borkinja
da Francuska dobije zakon kojima se kriminaliziraju korisnici Bravo. Ovo smo zamislile da možda sad ćemo onda poći tim redom, da vidimo, budući da ste u filmu i malo više vidjeli situaciju u Njemačkoj i da smo već nešto i čule od Ingeborg, možda ćemo zamoliti sad gospođu Laurence Rossignol da nam nešto kaže o samoj borbi oko postizanja, oko pridruživanja, rekla bih, još jedne zemlje Evropske unije uz zemlje skandinavske zemlje, takozvanog švedskog modela. Izvolite. Merci, bonjour. Peut-être d'abord expliquer pourquoi et comment j'en suis venue que tardivement à m'intéresser à la question de la prostitution. J'ai toujours été féministe et j'ai mené les combats pour l'avortement, la contraception, la criminalisation du viol, l'égalité professionnelle, la parité en politique. Mais la prostitution était en dehors, pendant plusieurs années pour moi, de ma réflexion féministe. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je m'interroge et je travaille pour essayer de répondre à une question: pourquoi tant de haine partout sur la planète depuis tant de siècles contre les femmes? Pourquoi tant de violence? Quelles sont les représentations collectives des femmes qui nous empêchent de lever le poids de la domination masculine? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder la question de la situation des personnes prostituées, à la fois comme une question de genre et aussi une question sociale. Et je dois dire que la Coupe du Monde de football à Berlin a été probablement pour moi l'étincelle qui m'a fait me rendre compte que là se situait quelque chose d'essentiel dans le féminisme. Et je dois dire deux choses. La première, c'est que jamais, et c'est ce que dit l'exposé des motifs de la loi suédoise, jamais l'égalité entre les femmes et les hommes ne sera possible tant que les uns pourront louer, acheter ou vendre le corps des autres, parce que c'est une représentation des femmes qui n'est pas simplement dans l'intimité de la relation prostituée-client, mais qui va au-delà de cette relation qui pénètre toute la société. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que on ne peut pas lutter contre les violences faites aux femmes sur lesquelles il y a un consensus. Tout le monde est contre les violences faites aux femmes. Tout le monde est contre les violences conjugales, les agressions sexuelles, le viol. Tout le monde est très choqué par tout ça. Mais on ne peut pas lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes si l'on admet que le viol payant est légal. Parce que le viol payant des femmes, c'est une autorisation implicite au viol de toutes les femmes. Voilà donc comment j'ai commencé à placer la question de l'achat du viol payant, du viol tarifé, parmi une question essentielle du combat féministe. Et après, ça a été un très très long combat. Entre le moment où j'ai commencé à exprimer ça, je suis pas simplement une militante féministe, mais je suis aussi une femme politique. Je suis dans un parti politique, je suis une dirigeante d'un parti politique aussi. Donc j'essaye, en tant que femme politique, de faire porter mes combats féministes par mon organisation politique, pour pouvoir transformer globalement la société. Et je dois dire que la première fois que j'ai, dans une instance de direction de mon parti, je suis socialiste, expliqué qu'il fallait prévoir la pénalisation des clients de la prostitution, un de mes collègues m'a regardé et m'a dit: c'est tout ce que vous avez trouvé pour prendre nos places, la parité, ça ne vous suffit pas. Et là, j'ai compris que j'avais mis le doigt sur quelque chose qui était encore plus énorme que je ne le pensais. Et donc après, ça a été un très long combat. Il se trouve qu'on a eu
circonstances qui ont été favorables pour les abolitionnistes en France, dont une qui a été l'élection de François Hollande en 2012 et d'une majorité parlementaire socialiste avec beaucoup plus de femmes qu'avant et beaucoup de femmes qui avaient ensemble, avant les élections, travaillé, réfléchi et qui s'étaient situées dans le camp abolitionniste. Mais après, un quinquennat, ça dure 5 ans, il nous a fallu quasiment tout le quinquennat pour faire passer la loi. Or, il y a des lois qui passent en 6 mois. Celle-là, il a fallu 4 ans. Parce que à chaque étape, il fallait revenir et dire ma loi, elle en est où? Parce qu'en fait, au moment où on a fait adopter la loi, je pense qu'on n'avait pas la majorité de l'opinion dans la société, et je pense qu'on ne l'a toujours pas. Que c'est probablement ce qui est le plus difficile entre l'indifférence du politique, qui ne veut pas entendre parler de ça parce qu'il considère que ces sujets-là ne relèvent pas de la politique. Les grands sujets de la politique, c'est la zone euro, Schengen, les budgets, les 3% de déficit. Ça, c'est de la politique, de la vraie, de la grande pour les hommes. Et les questions de prostitution et d'achat de services sexuels ou de transactions du viol ne sont pas des sujets politiques, c'est des sujets de la vie privée. Et le politique n'a pas à se mêler de tout. Donc, on a en face de nous, dans ce combat-là, les libertaires, ceux qui pensent que tout est liberté, les indifférents, et le lobby des proxénètes, avec ses associations extrêmement actives, aussi en France. Et je dirai tout à l'heure, parce que je pense que je vois prendre le micro, donc j'imagine qu'il faut passer la parole, et je dirai tout à l'heure comment, en France aujourd'hui, bien que la loi soit adoptée, elle est de nouveau menacée devant le Conseil constitutionnel par des groupes activistes anti-abolitionnistes. It's fine, it's fine. Yes. You can add if you want. I can add for 2 hours. Yeah, I know. Okay, I have we to have stop and share the time with them. Imat ćemo sada prvi krug, pa ćemo se vratiti na poneku još temu. Hvala vam lijepo za uvod. Pa možda i da ostanemo na francuskoj, možda da čujemo francusko. Yes, put your hearings. I can't switch to several languages right now. Dakle, možda da čujemo i još pa da imamo u paketu francusko iskustvo, a onda ćemo od Ingeborg čuti što nam novo ima za reći. Tout d'abord, un grand merci de nous donner l'occasion d'échanger sur la nouvelle loi en France. Donc, je suis Isabelle Collot, je travaille dans une organisation qui s'appelle le Mouvement du Nid en France, une association qui a 80 ans d'existence, qui a un double projet. D'abord, avec les personnes prostituées, contre le système prostitutionnel. Donc, quand on est avec les personnes prostituées, c'est être présent sur le terrain, aller à la rencontre des personnes sur les lieux de prostitution, les écouter, créer du lien, pour leur donner envie de s'en sortir un jour au moment où elles le décideront. C'est la première étape, le premier mouvement qui caractérise notre association. Le deuxième mouvement, c'est elles qui le font en venant vers nous, où là, on les reçoit et où elles peuvent trouver des soutiens pour des démarches administratives, des démarches concernant le logement, la santé, le soutien pour la dénonciation des réseaux, la protection, la mise en œuvre de parcours de sortie que je vous présenterai tels qu'ils sont proposés dans la nouvelle loi. Donc cette action avec les personnes prostituées introduit un respect de ce qu'elles sont et on ne porte pas de jugement. Par contre, quand on analyse le système prostitutionnel, là l'association est contre. Et on s'inscrit dans une démarche d'abolition de la prostitution. L'association a un double projet, donc un projet de soutien direct aux personnes et un projet de société qui passe par des actions de prévention, de sensibilisation auprès des jeunes, de formation et de plaidoyer.
On a été, je pense, très actifs avec 60 autres associations à l'occasion de l'élaboration de la loi, comme en a parlé Madame Rossignol. On a créé un collectif qui s'appelait Abolition 2012 et on n'a pas manqué et on continue encore à agir, à sensibiliser pour que cette loi qui a été durement adoptée continue de vivre. Parce que c'est une étape, donc peut-être en rapide, la présentation de la loi, je pensais que Madame Rossignol allait le faire, mais je fais rapidement. Quatre volets dans cette loi. Un volet qui concerne la pénalisation, la lutte contre le proxénétisme, en particulier continuer à lutter contre les nouvelles formes de proxénétisme via Internet. Ça, c'est le premier volet. Un second volet qui concerne, et donc les médias ont beaucoup parlé, la pénalisation de l'achat des services sexuels. C'était la nouveauté. Le troisième volet, c'est l'éducation, la prévention à l'égalité femmes-hommes, à une meilleure éducation à la vie affective. Donc là, c'est le volet prévention. Et le quatrième volet, c'est le soutien intense pour les victimes avec la mise en place d'un parcours de sortie de prostitution. Et je crois que ça, c'est un élément important de cette nouvelle loi, un nouvel espoir aussi pour les personnes, puisque ce parcours de sortie, normalement, doit être mis en place dans chaque département où le préfet doit proposer une commission départementale pluridisciplinaire avec des représentants de la police, de la justice, de l'État, des associations qui doivent dans un premier temps évaluer un peu la situation de la prostitution sur leur territoire et dans un second temps étudier des propositions de personnes qui veulent sortir de la prostitution. Donc là, par exemple, notre association est agréée et peut proposer des situations de personnes. La nouvelle loi propose plusieurs points pour soutenir ces personnes dans les parcours de sortie. Tout d'abord, pour celles qui sont sans titre de séjour, la possibilité d'avoir un titre de séjour qui leur permet ensuite d'être légalement sur notre territoire et de s'inscrire dans des démarches de formation, de travail. La deuxième aide, c'est une aide financière. On a une allocation spéciale de 430 € qui est proposée aux personnes qui s'inscrivent dans ce parcours. La troisième chose, c'est la possibilité d'avoir un hébergement proposé, pris en charge par les services de l'État. Et puis, ensuite, la quatrième chose, de bénéficier d'un accompagnement par une association qui lui permettra de s'inscrire pour une durée de 2 ans, évaluable chaque 6 mois, de voir un parcours de sortie qui prend en compte tout le suivi de la personne, que ce soit dans la démarche de santé, logement, formation, etc. Donc voilà la loi telle qu'elle est prévue. Après, il faut la faire vivre, il faut la mettre en œuvre. Et 2 ans après, on s'aperçoit que la mise en œuvre est très diverse sur l'ensemble du territoire. Elle n'est pas égale partout. Il y a des départements où il n'y a encore pas eu de commission. Il y en a où il n'y a pas encore eu de parcours de sortie. Il y a des endroits où la pénalisation des clients n'est pas mise en œuvre. Par exemple, dans ma région, il y a eu 3 pénalisations en 2 ans. Donc c'est rien. Il y a des endroits où la lutte contre le proxénétisme n'est pas prioritaire. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais comme le soulignait Madame Rossignol, il y a aussi tout un travail à faire au niveau des mentalités et faire reconnaître que la prostitution est une forme d'esclavage moderne. Je crois que là, on a encore tous les jours à combattre. C'est pas fini. Et on a à combattre chez nous et ensemble aussi à travers l'Europe. Et je suis vraiment heureuse d'échanger avec vous et j'espère qu'on va continuer à construire un grand mouvement abolitionniste ensemble à travers l'Europe. Iz njenog govora ste vidjeli da, kao i mnogim zakonima koji su vezani uz ravnopravnost spolova u Hrvatskoj, da kako zakonske osnove mogu biti dobre.
govore i ovdje smo čuli o 4 nosiva stupa, to su upravo s jedne strane uvijek je vezano uz legislativu, jer kako ovdje kažnjavati svodnike pa onda korisnike i da kako podržati žene da izađu iz prostitucije različitom vrstom mjera, pa onda i obrazovanje i ono što zovemo djelovanje u javnosti. To svjedočimo i u hrvatskim boljim zakonima, pa kao na primjer u Istanbulskoj konvenciji, ali onda implementacija, vidjeli smo ovdje u 2 godine da nisu mjere još uvijek zaživjele ili od preslabog prijavljivanja svodnika ili premalih mjera za žene i vjerujem da bi vjerojatno i novi zakon možda u Hrvatskoj mogao tako nešto predvidjeti, ali vidjeli bismo praksu. Praksu smo vidjeli kako izgleda, kako je u nekoj zemlji kad je prostitucija legalizirana, što se, a ako znate u Hrvatskoj postoji mantra da je li legalizacijom prostitucije da bi se smanjilo upravo to sivo, nevidljivo tržište, da ne kažemo da bi država ubrala dijelom poreza, ali znajući kako se radi kod nas, ako je tako i u Njemačkoj, vjerojatno uz jedan legalni bordel bi bilo 10 ilegalnih, još veći broj nasilja i kriminala iza zatvorenih vrata, pa možda neka nam i Ingeborg nešto još dodatno kaže o trenutnoj situaciji, ili film je iz prošle godine, i nešto o svome radu i upravo o tim mjerama, kako se provode mjere podrške za žene za izlazak iz prostitucije. Je parle en français. Vous avez peut-être vu que j'ai pas de micro sur les oreilles. Je comprends le croate, mais je ne parle pas aussi bien que le français. Donc, mais je ne parle pas toutes les langues. Pas de souci. Non, parce que des fois, je reçois un coup de fil, des gens qui me demandent si je prends des patients chinois. Non. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et j'aimerais tout particulièrement remercier l'ambassadrice Meunier d'avoir soutenu cet événement que nous planifions depuis 1 an avec Nella et Nicolina. Et voilà, ça a marché et j'aimerais remercier aussi pour le soutien du ministre de l'égalité femmes-hommes de la Croatie et Mme Rossignol qui est venue petite et soutenir ce discours. Et je salue aussi les femmes qui sont venues de très loin, de Belgrade, pour nous soutenir. Alors j'ai préparé un petit discours, 15 minutes, ça va? 15 minutes. Ok. Da, tako sam to razumjela. Alors, depuis plusieurs années, je voyage dans les 4 coins du monde pour parler des effets du modèle allemand. Et je constate souvent que les gens sont mal informés, ne savent pas les conséquences de telle ou telle législation. Si, aujourd'hui, nous savons tout. Car la Suède et l'Allemagne ont pris presque en même temps un chemin complètement opposé. En 1999, vous l'avez vu dans le film, la Suède a décidé de pénaliser les acheteurs de sexe et de décriminaliser les personnes prostituées. L'Allemagne a décidé de légaliser la prostitution et d'en faire un métier comme un autre. Une génération tout entière a passé et nous connaissons les résultats. Regardez, écoutez nos expériences avant de vous lancer dans une aventure périlleuse qui a une forte influence sur le développement des mentalités d'une génération entière. Car aujourd'hui, lorsqu'on demande à un jeune Suédois ce qu'il en pense si un homme achète une femme, bien il trouvera cela méprisant. En Allemagne, par contre, les jeunes trouvent cela cool et fêtent même leur bac ou la fin de leur célibat dans un bordel. Le film que vous avez vu dit tout sur le modèle allemand. Bien, ce film, même avant d'être diffusé,
On a essayé de le stopper. Pendant maintenant presque un an, la deuxième chaîne allemande n'avait pas le droit de donner les droits de projection publics. On pouvait juste le voir de la médiathèque en privé. Donc imaginez, c'est d'ailleurs aujourd'hui une première, c'est la première fois que l'on montre ce film en public. Il y a des groupes de pression qui ont un intérêt à ce que la vérité ne soit pas connue. Ces groupes sont puissants et ayant même réussi à ligoter la plus grande chaîne allemande télévisée dans un pays où la liberté de presse est inscrite dans sa constitution. Donc, seulement quelques jours avant cette diffusion, les droits nous ont été donnés. Je le mentionne parce que le lobbyisme de l'industrie du sexe a déjà forgé les opinions publiques. Car si nous demandons au hasard n'importe qui, des gens qui ne se sont pas penchés sur la question, eh bien vous allez entendre au moins un mythe sur la prostitution. Oui, donc ce serait pire pour les femmes si ce n'est pas légal, que ça tomberait dans la clandestinité, que les violences sexuelles augmenteraient, etc., etc. Eh bien la vérité, elle est différente. Le modèle allemand, loin de protéger les femmes en prostitution, s'est avéré comme l'enfer sur terre pour elles. J'utilise avec intention cette comparaison lourde, parce que la situation en Allemagne, comme vous l'avez vu, est extrêmement grave. La prostitution a donc augmenté d'environ 30% depuis 2002. Nous avons fait une très grande erreur avec cette loi, car la prostitution n'a rien à voir avec la libération sexuelle. Ce n'est que l'argent qui compte. Le profit de ce marché est énorme. Nous comptons environ 15 milliards d'euros de transactions chaque année directes, sans compter les coûts indirects. C'est devenu un secteur industriel considérable où le corps des femmes est chosifié et réduit à une marchandise. C'est l'État allemand, en normalisant la prostitution et garantissant une impunité totale aux acheteurs de sexe, qui a contribué à une croissance énorme à la demande. Nous sommes devenus témoins de création de méga-bordels avec une capacité de fournir des prestations pour plus de 1000 acheteurs de sexe. Les créations de bordels flat rate, où pour 70 € on obtient une bière, une saucisse, et l'accès sans limite aux femmes. Ce sont de véritables camps de viol. Le comportement des acheteurs de sexe s'est perverti d'un jour à l'autre, avec une loi qui normalise la prostitution, dont le message aux hommes est en contrepartie qu'il existe un droit à l'achat d'actes sexuels et qu'il ne faut plus se sentir coupable pour cela. Les clients se voient dorénavant en droit de demander de plus en plus de services pour les moindres coûts. C'est l'État allemand qui est responsable du développement de pratiques sexuelles qui sont totalement incompatibles avec la dignité de la personne humaine. Je vous épargne des détails, mais en toute légalité, on peut aujourd'hui acheter une femme pour des viols collectifs ou lui pisser dessus. Un rapport récent d'un gynécologue allemand constate que la santé de ces femmes est catastrophique. Avec 30 ans, elles ont vieilli avant l'âge, ce qui est un symptôme de stress extrême et permanent. Toutes les femmes ont des douleurs abdominales constantes, la gastrite ou des infections fréquentes, dues à une condition de vie malsaine et un système immunitaire affaibli. Les traumatismes psychiques peuvent être seulement supportés avec la consommation d'alcool et de psychotropes. Il rapporte qu'il existe une demande croissante de femmes enceintes en prostitution. Ces femmes doivent servir 15 à 40 hommes quotidiennement jusqu'à la naissance de leur enfant. Très souvent, elles abandonnent le nouveau-né pour continuer de travailler le plus vite possible, quelquefois 3 jours après l'accouchement. Ces pratiques sont totalement irresponsables pour la santé de la mère et de l'enfant à naître et peuvent laisser des dommages irréversibles.
On nous demande souvent de parler de la situation, de la santé des femmes en prostitution. Alors que peux-je dire de la santé mentale d'une femme qui est réduite à un morceau de viande? Ces femmes sont complètement cassées et pourtant elles ne sortent pas volontairement de la prostitution. La majorité y reste jusqu'à ce qu'elles s'effondrent physiquement. Ce n'est qu'une question de temps. On peut effectivement se poser la question du pourquoi. Parce que leur volonté a été brisée. Elles n'existent plus en tant que personnes qui ont une volonté et une identité en dehors de la prostitution. Elles ne peuvent pas s'imaginer un futur. Nous avons affaire ici à des traumatismes complexes. En fait, la prostitution volontaire est même pire que la prostitution forcée, car le trafiquant n'est pas un étranger et vu comme un criminel par la victime, mais quelqu'un de la famille ou quelqu'un avec qui la victime a une relation étroite. Sortir de la prostitution cause des conflits internes immenses. La violence est indissociable de la prostitution. Donc une loi qui criminalise les femmes prostituées revient à punir la victime doublement. Du point de vue de la psychotraumatologie, la prostitution ne peut pas être perçue comme un travail comme un autre. Pour permettre à des personnes étrangères de laisser pénétrer son corps, il est nécessaire de supprimer des phénomènes naturels, comme la peur, la honte, le dégoût, le mépris. À la place, ces femmes mettent en place l'indifférence, une neutralité, une conception fonctionnelle de la pénétration, une réinterprétation de cet acte pour en faire un travail ou un service. Ces femmes ont appris très tôt à se dissocier. En effet, de multiples études faites sur ce sujet démontrent une corrélation étroite entre le passage à la prostitution et la violence subie durant l'enfance. Le système prostitutionnel utilise ces traumatismes d'enfance dans son propre intérêt et pour son propre profit. Ces femmes ont été abandonnées une première fois dans leur enfance et sont abandonnées une deuxième fois par une politique étatique qui légitime leur exploitation sexuelle. La prostitution ne peut pas être définie comme un travail ou un service. Les zones érogènes et reproductives d'une femme sont d'une telle sensibilité qu'elles ne peuvent pas être chosifiées pour être utilisées comme un instrument de travail. Si vous légalisez la prostitution, vous lancez le message que le vagin est un instrument de travail. La prostitution ne peut pas non plus être perçue comme un métier car elle est traumatisante. De nombreuses études ont montré que le risque de développer un trouble de stress post-traumatique est beaucoup plus élevé en situation prostitutionnelle qu'en situation de guerre. Alors pourquoi tout cela? Ces femmes sont sacrifiées, mais pour quelles raisons? Est-ce qu'elles sont sacrifiées pour défendre notre démocratie? Pour protéger notre pays devant des agresseurs ou le terrorisme? Non. Ces femmes sont sacrifiées pour que certains hommes puissent avoir du sexe quand ils le veulent, de la façon dont ils le veulent et avec qui ils le veulent. Il est totalement absurde de parler de liberté sexuelle des femmes dans ce contexte. Il s'agit uniquement des droits de l'acheteur de sexe et de garantir son droit à s'épanouir sans contrainte ni limite. On accuse souvent les abolitionnistes d'être hostiles aux hommes. Non, c'est le contraire. Nous sommes les seuls qui croyons encore aux hommes. Nous croyons qu'ils sont... Non. Parce qu'il y a une page qui me manque. Un moment, il y a une page qui me manque, parce que c'est important.
nous croyons aux hommes, parce que nous pensons qu'ils sont capables de maîtriser leurs pulsions sexuelles et d'être capables à l'empathie et à l'amour. I'm very sorry we have a little bit I will just say, because we got an information that we have to be finished till 5 for the other film to be shown on the festival, and we're supposed to have a time till 6. So there was some misunderstanding, and I don't know how did it happen in a program. The organizers just told us. Can I just say 2 Yes, seconds? of course. Because it's important. Yes, It's a yes. message to Croatia. Yes, yes, please. Donc, depuis que la France a adopté la loi contre les systèmes prostitutionnels, on ne parle plus du modèle suédois ou nordique. On parle du modèle de l'égalité. La Croatie a aujourd'hui le choix entre le modèle de l'égalité homme-femme ou le modèle de la domination de l'homme sur la femme. Entre la chosification de la femme ou un objet de consommation sexuelle ou le respect de la femme Je pense que la Croatie a aussi une responsabilité historique vis-à-vis des victimes de violences sexuelles. Grâce aux femmes qui ont eu le courage de parler des violences sexuelles qui leur ont été affligées durant la guerre, ces violences spécifiques ont été reconnues comme crimes de guerre à un niveau international. Il serait insensé pour la Croatie de se prononcer maintenant pour un modèle qui légitime l'achat d'actes sexuels, ce qui n'est rien d'autre qu'un viol tarifé avec l'approbation de l'État. Merci. Dragi naše gošće, dragi naši posjetitelji i gosti, nažalost dogodio se neki nesporazum, to se događa na velikim festivalima, pa ću ja diskrecijski napraviti jednu malu odluku, budući da nam je ostalo samo 15 minuta, to jest dvijema svojim prijateljicama, Neli i Nikolini, ću se zahvaliti što su nam dovele ovakve gošće. Nela i Nikolina godinama rade na promicanju upravo ideje abolicionističke. Nikolina nam prevodi sve što je Evropski ženski lobij koji je ovdje bio spomenut, sve razloge, prevela je, možete naći na stranicama i ženske mreže, i 10 razloga protiv legalizacije, kako se ruše stereotipi, sve ono što smo sada čuli i od Ingeborg, sve one teze koje ćete najčešće čuti kako bi se ozakonilo nasilje protiv žena. Prostitucija je primarno nasilje protiv žena, a ja ću još naše dvije gošće, kako je rijetko ovdje prilika, pitati žele li sada, nakon što smo prošle, reći nam i one jednu takvu poruku za Hrvatsku, a sve vas, kako nećemo imati vremena da i vi komentirate, a mislim da na Festivalu ljudskih prava ovo treba biti ipak neka interakcija. Mi ćemo ostati vani i popiti neko piće tih sat vremena, možete doći i pitati naše gošće ako vas nešto zanima. Ja vjerujem da će one biti suglasne i ostati još na jednoj kavi, čaju ili rakici. Pa sad za jedan krug, još jedan krug, obje možete reći, budući da niste imali toliko vremena, što mislite da je važno i kakva bi trebala biti naša borba da se u Hrvatskoj dekriminaliziraju žene, podrže žene u prostituciji, ali da se ne legalizira prostitucija. Moi, je voulais dire que quand on m'a proposé de venir ici intervenir dans le cadre du festival, j'ai pas hésité à venir parce que c'est probablement le combat le plus difficile que nous menons, que mènent les féministes aujourd'hui sur la planète. C'est le plus difficile. Je pense au combat sur l'avortement. Il y a des militantes féministes qui défendent le pro-choice, des militantes féministes pro-choice partout, dans tous les pays. Elles se connaissent, elles se reconnaissent, elles sont reconnues. Mais le combat que vous menez sur la pénalisation
de l'achat de viols tarifés, de services sexuels. On dit en France l'achat de services sexuels, pour justement montrer que dans la loi française, les personnes prostituées ne sont jamais poursuivies. Jamais. Ce ne sont pas elles les délinquantes, ce ne sont pas elles les criminels. Les seuls criminels, ce sont les proxénètes, les réseaux et les clients. Et ce combat-là est probablement le plus difficile que nous ayons à mener aujourd'hui, mais c'est celui qui est maintenant, pour moi, le pivot de tous les autres. Ce qui se passe en Allemagne ne peut que accompagner une régression des droits des femmes. Il ne peut pas y avoir de progrès pour les droits des femmes lorsque on légalise l'achat, le client de la prostitution. Ce n'est pas compatible. Donc ce combat-là, c'est notre combat commun. Je suis heureuse, fière et encourageante à l'égard des associations ici en Croatie dans ce combat, et nous avons besoin d'un réseau international fort. Il existe déjà ce réseau. Les associations, les ONG comme le NI sont en lien avec d'autres associations sur la planète, mais nous avons besoin de renforcer du combat des féministes et des droits humains le combat pour la criminalisation des clients et des réseaux. Evo još jedna lijepa poruka da je jedna borba, pa ćemo čuti još Izabel. Alors c'est un exercice, en peu de temps, de dire l'essentiel. Alors, 3 points. La prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde, c'est la plus vieille exploitation des hommes sur les femmes. Ensuite, deuxième point, sachons décoder les discours. Il faut mettre des nouvelles antennes. Quand nous entendons des personnes qui revendiquent la prostitution comme un choix, essayons de dire pourquoi, que veut-elle faire reconnaître? Et souvent, c'est le cri de sa souffrance et c'est un appel à plus de dignité. Mais plus de dignité, ça ne s'accorde pas en légalisant leur choix. La prostitution est rarement un choix, par contre, c'est toujours une violence. Je crois que là, ça c'est important. Et la troisième chose, c'est quand on fait une analyse, du moins quand on fait un micro-trottoir, les gens disent toujours la prostitution, ah c'est pas pour ma soeur, pas pour ma nièce, mon neveu. Et je dis donc, si c'est pas pour les miens, c'est pas pour les autres, car nous sommes toutes et tous égaux, égales en dignité. Thank you. Eto, dobili smo lijepe poruke. Nikolina, hoćeš li par ili Nela da vam čujemo glas, da se zahvalite gošćama, da se zahvalite našoj publici? Hvala. Pa, dosta toga je već bilo rečeno. U ovom dijelu svakako velika zahvala publici i našim gošćama i feministkinjama koje nas podržavaju. Došle su iz drugih krajeva, prije svega iz Beograda i drugih dijelova Srbije. Svakako našim gošćama koje su nam velika podrška danas. Ono što bih ja još dodala vezano za Hrvatsku i kontekst kojem bi se mi dotaknule u dijelu koji se odnosi na naše izlaganje je da i putem mreža, abolicionističkih mreža, 2 abolicionističke mreže u Hrvatskoj dugi niz godina zagovaramo upravo rješenje koje su iznijele naše prijateljice iz Francuske i da je to ono što je neophodno za Hrvatsku kao tako, kao na razini propisa, da dođe do promjene i rekla bih da je to dug države ženama na prvom mjestu. Isto tako i važna poruka muškarcima da nije moguće i da je nedopustivo kupovati žensko tijelo, odnosno nasilje prema ženama kao takvo. I to je naprosto naša dugogodišnja borba i principi od kojih ne odustajemo, ali ono što bi još samo dodala da tu vezano za naš kontekst postoji zapravo jedan poprilično snažan otpor takvim
zakonskim rješenjima, nazvala bih rješenjima, ne nikako načinu reguliranja i da je to ono što je nužno mijenjati. I ja sam, da kažem na kraju, da mi već nekih 18 godina zagovaramo za taj prvo švedski, pa nordijski, pa onda i irsko i francuski, znači model jednakosti. I znamo da je to jedan težak posao bio i u Švedskoj, pa čujemo i u Francuskoj. Pa mi ćemo nastojati, kao što je rekla Igor Ljubičić, i dalje. Ono što je malo teško začuti je kad se jednom taj cilj postigne, kako je i dalje traju otpori i borba da bi se model implementirao i zapravo dokazao kao jako dobar za ženska prava. Hvala vam. Bravo! Sve vas još jednom lijepo pozdravljam, posebice naše gošće iz Francuske i Njemačke. Vjerujem da ćemo film moći vidjeti možda i na hrvatskoj televiziji. Dakle, danas smo čuli, ovdje smo imali i malu neformalnu premijeru. Dakle, još jednom hvala vam što ste došli i želim vam lijep ostatak večeri.